Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. On va parler de vente, de marketing, mais on va surtout parler de l'humain à l'humain avec David Quentin. On a reçu David à plusieurs reprises sur le podcast. C'est quelqu'un qui est très connu sur LinkedIn. David, c'est vraiment un spécialiste marketing. Puis aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'humain derrière toutes les transactions. Alors, on va pas parler de B2B, de B2C, mais vraiment de H2H. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, qui est avec nous depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté, Réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CTEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref, un média où est-ce que vous avez en 5 minutes l'essentiel de l'actualité. Je vous invite à écouter leur podcast à tous les matins. Ils sortent un podcast sur l'essentiel de l'actualité. Ça dure de 3 à 5 minutes. Je l'écoute à tous les matins. Ça me garde à jour dans l'actualité. Bien sûr, mon commerce en ligne. Je vous invite à écouter l'entrevue que j'ai faite avec David. Vous allez voir, c'est ma première entrevue que j'ai faite en tournage. J'ai adoré le tournage que j'ai fait avec David. Alors sur ça, bonne écoute. Salut David, comment ça va? Salut Anthony, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, là, on est là pour parler de H2H, de human to human en marketing. Yes. Souvent, on parle de B2C, de B2B, mais au final, le plus important, c'est que toutes les transactions se passent d'un humain à un humain. C'est un humain qui prend la décision. Encore aujourd'hui, on va peut-être voir avec le AI plus tard qu'il va peut-être avoir des intelligences artificielles qui vont prendre des décisions d'achat, mais avant que ça se rende là, c'est encore un humain à un humain qui prend la décision de faire une transaction. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on voit comment qu'on fait pour travailler l'humain, pour s'assurer d'avoir un marketing authentique puis développer des relations d'affaires dans le temps avec les humains? Un grand plaisir. Je pense que de toute façon, le point de départ de cette conversation-là sur humain à humain, là, c'est de se rappeler que malgré toute la technologie qu'on a autour de nous autres, malgré le numérique, malgré tout l'avancement technologique de l'intelligence artificielle qui va éventuellement jouer dans nos plates-bandes, encore une fois maintenant, les chatbots qu'on va mettre en place dans des entreprises pour gérer le service à la clientèle, c'est encore des humains qui les programment. Alors, même si le chatbot fait une certaine sélection, ça reste un humain qui lui a dit quoi dire, comment le dire, puis à quel moment le dire. Alors, on est encore là à gérer une machine par des compétences humaines. Puis en marketing, il y a une fâcheuse tendance que je vois souvent avec ma clientèle, puis aussi avec beaucoup de marketing en général, c'est qu'on va parler de technique, on va parler service offert, on va parler avantage concurrentiel, on va parler se démarquer. Il y a un gros bout qui est oublié, c'est qui va t'offrir le service. Cette personne-là, elle a toute une série de compétences, de qualités, de caractéristiques qui la rendent unique. Et c'est cette personne-là qui va t'offrir les services. Puis dans beaucoup de cas, c'est cette personne-là qui va marquer ton service. Le service peut-il être aussi bon qu'on voudrait l'avoir? Des fois, il n'est pas aussi bon qu'on voudrait, mais la personne est meilleure qu'on aurait pensé. Puis on est satisfait à la fin au bout du compte. Ben, j'aime ça dire, on n'a pas toujours besoin du meilleur service. On n'a pas besoin de la meilleure personne en publicité Facebook pour que tes publicités Facebook fonctionnent. On a besoin d'une personne qui connaît ça, mais qui a une belle connexion, qui va comprendre ta business pour pousser ce service-là. Je donne l'exemple de la publicité Facebook, mais ça s'applique à n'importe quoi. Tu es un amateur de whisky. Pareil. Es-tu le meilleur connaisseur au monde en whisky? Absolument pas. Mais est-ce que tu peux bien vulgariser le whisky quand même puis le faire passer à quelqu'un qui aimerait ça d'en apprendre plus? Probablement mieux qu'un autre. C'est une de mes qualités à moi, ça, vulgariser le stock. Je fais ça en marketing depuis des années. Je fais ça sur LinkedIn depuis des années aussi. Alors oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis tu as parfaitement raison. D'abord, on se rappellera qu'on achète rarement une entreprise. Très, très rarement. Ensuite, on achète assez rarement un service seulement. Surtout quand il est donné par quelqu'un qu'on n'aime pas. Là, on l'achète pas. Imaginez aller dans un magasin, vous faire maltraiter par un vendeur. C'est clair, vous achèterez même pas le meuble que vous aviez l'intention d'acheter. À la limite, vous allez aller dans un autre magasin avec la même marque ou avec la même emblème. Vous allez acheter d'un autre vendeur parce que ce vendeur-là vous aura écœuré. On le sait que c'est comme ça que ça marche. Donc, le produit final, c'est parfois même pas celui-là qui va être le plus important. J'ai une histoire qui illustre bien ça. Quand j'étais plus jeune, mon père magasinait une Honda Civic. Okay. Il est rentré chez, je n'aimerais pas la concession, mais dans le Honda de notre région pour acheter la Honda. Tu sais, c'est logique. C'est dans ta ville, tu vas acheter ta Honda Civic dans ta ville. Près de chez toi. Oui, ouais, puis tu la jettes dans ta ville ou dans une autre ville. Il n'y a aucun problème. Que tu la jettes dans ta ville ou dans une autre ville,
ça reste la même Honda Civic. On s'entend, c'est fait dans le même manufacturier, c'est probablement mis dans le même container. Ouais. C'est la même chose. Je sais pas si une Honda va dans un container, mais on comprend le concept. Ouais. Mais il y a tellement eu un mauvais service, puis il y a tellement eu l'impression de se faire avoir par le concessionnaire qui est allé l'acheter à plus cher dans un autre concessionnaire pour pas faire affaire avec cette personne-là. Exact. Et pas dans sa ville. Alors, à tous les entretiens, il changeait de ville pour faire ses entretiens parce qu'il voulait pas encourager. Mais ça l'écœurait assez pour même pas retourner faire son entretien alors que c'est pas le vendeur qui profite de l'entretien du véhicule. Là. Mais il retourne même pas là. Exactement. Ça te donne une idée à quel point l'être humain a de la valeur dans la transaction. Là. Exactement. Puis j'aime ça donner cet exemple-là, puis ça m'a fait penser à tout le concept, parce que quand tu veux un service, là, t'es travailleur autonome, tu commences, t'es tout seul. Ouais. Là, tu peux embaucher une nouvelle ressource. On organise d'ailleurs un événement sur comment réussir son premier recrutement qui va être disponible en rediffusion. Mais quand tu tombes à 2 ressources, c'est important que toute cette image-là, ça va dans toute ton équipe aussi. Puis, quand tu grossis, c'est difficile aussi, là. Tout à fait. L'être humain que tu es a des caractéristiques particulières, a une façon de faire, de s'exprimer. Puis je parlais avec une amie hier soir, puis elle me disait, j'ai engagé quelqu'un l'an passé. Elle dit, travailler sur faire en sorte que mon employé soit une extension de mon entreprise et de ce que j'y ai mis personnellement. C'est ça qui demande le plus de travail. C'est pas tellement le contenu, le produit à vendre, la paperasse, la signature des contrats. Tout ça, c'est des bagatelles. C'est très, très facile à gérer. Ce qui est dur à gérer, c'est est-ce que cette personne-là va être en mesure de parler le même discours que toi? Tenir un discours qui est cohérent après toi ou avant toi. C'est une bêtise, mais quand j'étais représentant de commerce, j'avais un patron qui était extrêmement emballé. Pas tellement emballant, mais particulièrement emballé. Alors, quand il voulait vendre sa patente, il était insistant, il en était déplaisant auprès même de ses amis. Et il utilisait pas le bon vocabulaire. Je vendais quelque chose pour lui, puis je le connaissais mieux que lui, son produit. Et quand je parlais avec le client, je lui expliquais des détails techniques importants avec le bon vocabulaire. Et là, lui appelait le lendemain pour savoir comment ça avait été la rencontre avec David. Comment ça a été avec David? Il t'a-tu parlé de telle affaire? Le client dit, de quoi tu parles? Mais non, on ne peut pas parler de ça. Puis là, ça créait chez le client une confusion. Est-ce que j'ai fait mon travail correctement? Est-ce que lui, il sait de quoi il parle? Toutes ces questions-là étaient sans réponse. Qu'est-ce qu'on va faire avec la suite des choses? Ben, souvent, j'ai perdu des clients, perdu des ventes, parce que mon boss avait appelé pour faire un suivi, qui n'avait pas d'affaire à faire, on va se le dire franchement, mais il avait mélangé mon client. Parce qu'il avait amené toute une nouvelle façon de s'exprimer qui n'était pas la mienne. Et quand je fais mon suivi, moi, j'appelle, j'utilise les mêmes mots que j'ai pris. Donc, le client, il est dans la zone de confort qu'on a créée ensemble, puis il se sent confortable, il se sent bien, puis il comprend ce que je lui raconte, puis il dit, oui, j'en ai parlé avec ma femme, puis tu sais, mon beau-frère aussi a ce machine-là chez eux, puis il m'a expliqué qu'il y avait tel détail. C'est vrai, ça, David? Il dit, oui, absolument, votre beau-frère a raison, ou votre beau-frère a tort. Bref, on a une conversation autour des mêmes détails. Quand on a un employé et qui rappelle notre client le lendemain puis qui utilise un autre vocabulaire, on a le même problème. Alors moi, j'avais un patron emballé, mais un employé emballé, ça revient au même. Là. Puis j'aime ça que tu dis ça parce que on a reçu Vincent Fournier sur le podcast puis il parlait on vend avec des questions. Exactement. Au final, c'est pas les features, c'est pas toutes les caractéristiques qui vont faire que la personne va passer à l'action. On en rigole ensemble. Là. J'ai acheté une minivan, t'es au courant. Là. J'ai pas acheté une minivan parce qu'il y avait le volant chauffant. Là. Tu sais, oui, la caractéristique est là. Ça n'a pas influencé ma décision d'achat. J'ai acheté une minivan parce que j'ai 2 enfants, on fait du sport, il fallait que les skis rentrent dans le coffre. Mais quand je suis arrivé à la concession, le vendeur m'a posé la question à ma femme parce que c'est elle qui était quand même très volontiers à l'acheter une minivan. Au final, je suis très heureux, mais à poser la question, pourquoi tu veux ça? Ben moi, c'est parce que je suis tanné de traîner mon stock, la poussette rentre pas, on part, c'est dangereux pour les enfants parce qu'on emballe ça tout autour d'eux autres. Puis, fait que le vendeur, il a dit, parfait, le meilleur véhicule, c'est ce véhicule-là, pour la raison, ben il y a de la place. Ouais. Il ne manquera pas de place. Si il manque, là, c'est l'argument qui a fait closer à la vente. Il a dit, s'il demande de la place, ben, il faut que tu commences à penser à amener moins de stock pour 2 jours de vacances chez les beaux-parents. C'est parfaitement exact. Puis Vincent a totalement raison. J'ai un ami, Jean-Pascal Mollet, en France, qui fait le même travail un peu que Vincent. Il est coach de vente puis il enseigne la vente. Il dit toujours que une transaction ou une relation d'affaires, ça n'a rien à voir avec la connaissance que tu as de ton produit ou de ton service. C'est la connaissance que tu as du client qui est devant toi. Et pour y arriver, pose des questions, mais pose plein de questions. Jusqu'à ce que le client dise, coudonc, là, vas-tu arrêter de me poser des questions? Ben, la réponse va être, jusqu'à ce que j'aie vraiment compris votre besoin. Non,
Je veux pas arrêter de vous poser des questions. Et c'est généralement la réponse la plus plaisante que le client peut se faire donner. Il va faire, OK, d'abord. Donc, tu vas me trouver exactement ce que ça me prend. Je vais vous faire une bonne suggestion, en tout cas. Puis ensuite, on en discutera. Quand on est dans le marketing puis qu'on essaie de se vendre, on a la fâcheuse tendance aussi de mettre les mots dans la bouche de notre client. C'est un peu le même principe. Quand on dit H2H, là, d'humain à humain, quand on a dans notre marketing juste de la technique, juste des détails qui vont faire en sorte que le client va améliorer ceci, améliorer cela, est-ce que le client a vraiment besoin de ça? Et est-ce qu'on prend les bons mots pour lui dire? Est-ce qu'on a posé la question à nos clients? C'est une bêtise. Je vais juste faire un petit rewind dans l'histoire, un petit retour en arrière. Quand on bâtit notre offre de service, qu'on la bâtit selon nos concepts à nous. Et c'est probablement ce qui fait couler le plus d'entreprises dans l'univers, ça. Puis là, je suis pas un expert de la patente, mais je l'ai vu souvent. Alors, on est persuadé que notre produit, notre service est merveilleux. On l'aime, on est bon, on sait qu'on est capable de le livrer avec talent. Et l'une chose qu'on oublie souvent, c'est à qui on va le vendre et est-ce qu'on réussit à répondre à ses besoins. Et quand on bâtit seulement en pensant à nous, en pensant à notre super solution fantastique qui est donc bien merveilleuse puis donc bien hot, on oublie que peut-être le client, c'est pas de ça dont il a envie de parler. Imaginons qu'on parle d'une piscine creusée puis que tu commences à dire que la piscine, elle va être chaude. Le client, lui, c'est peut-être pas ça qu'il voulait avoir comme détail. Peut-être que lui, ce qu'il veut, c'est pas voir une piscine à l'extérieur de son terrain. Il veut qu'elle soit flat sur le terrain. Il veut pas la voir, il veut qu'elle disparaisse. Il ira peut-être jamais se baigner dans la piscine. Peut-être, et ça, c'est très vrai en plus. c'est très vrai. Alors, si tu lui parles que la piscine va être chauffée, puis que ça va être donc bien merveilleux, puis que ça chauffe mieux une piscine creusée, puis que ça garde sa température, il t'écoute pas, le client. Il en a rien à faire de ce que tu racontes. Alors, quand on fait du marketing, il faut faire un peu de recul en arrière, puis avoir l'humilité de se remettre en question, puis de dire, est-ce que ce que je raconte, c'est pertinent pour la personne à qui je le raconte? Et mon Dieu qu'on fait pas ça souvent. C'est souvent la tendance que j'ai, c'est je vais vendre les caractéristiques. Voilà. Je vais vendre pourquoi que je suis meilleur. Je vais vendre. Voilà. Mais au final, tu sais, quand on écoute les vidéos de Simon Sinek sur Start with Why ou c'est le Why or What, c'est pourquoi le client devrait acheter ça. Puis il donne l'exemple d'Apple, puis Apple, c'est une communauté, c'est un brand, t'es fier de montrer ta pomme derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur. Ouais. Il t'a vendu la raison d'être de la marque, qui est beaucoup plus fort que la caractéristique, parce qu'au final, un ordinateur Apple a à peu près les mêmes composantes qu'un ordinateur Dell, pour donner un autre exemple. Ouais. À 2 fois le prix. Exactement. Tu sais, je sais pas si c'est deux fois le prix, là. Parfois plus. Mais tu sais, il y a tout un concept qui va avec Apple, une liberté, un côté rebelle. Il l'explique très bien, là. Je suis pas un expert de la marque, mais ça illustre bien ça sur, faut vendre le pourquoi, la transformation et non la caractéristique même. Ouais. Et Apple a le loisir ou le luxe, je dirais maintenant, de pouvoir déterminer ce que les gens vont aimer de son produit. Parce qu'il a, avec le temps, accumulé des tonnes et des tonnes d'informations qui lui permettent de dire exactement ce que le client veut avoir d'un ordinateur ou d'une machine Apple en général, que ce soit le téléphone ou autre chose. À l'origine, quand Steve Jobs a réfléchi à ça, il voulait se démarquer des autres marques en disant, bon, nous, ce qu'on va faire, c'est un produit de très haute gamme avec une fiabilité hors du commun. Personne va être capable de rivaliser avec cette fiabilité-là. Et surtout, on n'en fera pas beaucoup. Et c'est ça qui a fait qu'Apple a levé et a monté dans les échelles. C'est qu'il avait remarqué un besoin qu'il avait entendu chez les clients qui disait « C'est tellement mêlant à l'acheter en IBM. Il nous offre tellement d'options et tellement de choix, puis des tailles d'écran, puis des grosseurs. » Puis on parle des années 80-90, là, où il y avait très peu d'options finalement. Et c'était déjà mêlant pour le client. Lui, il dit « Moi, je vais pas vous casser la tête. Là. Achetez celui-là. » Il disait « Ah oui, puis c'est quoi les options? » Aucune. Et là, les gens faisaient quoi? Aucune. Tu le prends de même, puis tu pars avec. Puis il marche. Puis il marche tout le temps, puis il marche pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à bâtir leur marque avec le moins de produits possible. D'ailleurs, ils ont encore très peu de produits. Ils ont l'ordinateur de bureau, ils ont les MacBook Pro, MacBook Air, ils ont une coupe d'iPad, ils ont élargi un peu. Mais allez faire un tour chez Samsung pour comparer la concurrence directe de Apple, c'est Samsung. Comparer la quantité de produits disponibles chez Samsung et celle qui est disponible chez Apple. Les téléphones, par exemple. Il y a un iPhone, c'est un iPhone avec un chiffre au bout et c'est tout.
Chez Samsung, ils en ont 6 modèles différents à l'heure actuelle. Et alors, un flip, un qui ouvre, un qui flip dans l'autre sens, un qui se fold, un avec un crayon, l'autre pas de crayon, un grand, un petit, un moyen. Alors, encore une fois, ils ont la diversité des produits. Apple, qu'est-ce qu'ils offrent? Un iPhone 14. Un iPhone 14 Pro. C'est tout. Ils ont élargi un peu avec du mini, mais tu sais, mais puis encore une fois, même s'ils ont élargi la marque, chaque produit est clair pour son destinataire. Toujours. Tu sais, tu vas avoir un ordinateur performant de travail portable. Toujours. Tu vas aller avec un MacBook Pro. Exact. Tu vas avoir un ordinateur plus personnel pour traîner partout, pour aller en voyage, pour aller sur le bord de la plage. Tu vas acheter le MacBook Air parce qu'il va fitter dans une enveloppe de chimie. Je sais pas si c'est encore vrai, c'était ça leur marque. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont vendu au départ, que ça rentrait dans une enveloppe standard. Là. Mais c'était clair. Tu vas avoir un ordinateur de montage. Ultra léger. Ah, c'est ça. De montage, tu vas aller chercher le MacBook, je ne sais plus quoi, mais il va en avoir un qui est exprès pour ça. Puis, t'as pas, comme tu dis, t'as pas 10 choix de configuration. Tu la jettes, il est built-in, il va fonctionner. Ouais. Après ça, tu as des petits features d'upgrade que tu peux avoir, mais encore une fois, c'est très, très simple. Oui. Tu as besoin de combien de stockage? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Apple, après avec ça? Ils ont ouvert des boutiques. Puis vous le savez, si vous êtes déjà allé dans une boutique de particulièrement Apple, les boutiques modernes, c'est wide open, leurs produits sont sur des tables, puis il y a des gens qui viennent vous voir puis qui disent « Bonjour, je m'appelle David, je peux t'aider si tu as des questions, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions aussi. » Puis alors, tu viens me chercher, je suis juste ici. Et voilà, si je peux t'aider. Alors, ils sont pas envahissants, ils sont pas déplaisants, ils nous font pas du « on y va avec ça, ma petite madame », comme on entend dans les magasins de meubles ou dans les concessionnaires automobiles. Fait qu'on y va avec ça, madame. Ça, c'est la phrase qui m'horripile. Vincent Fournier, ça l'écœure lui aussi. Je sais, parce qu'on en a déjà parlé. Mais la marque a décidé d'amener un service à la clientèle, humain à humain, de très haut de gamme. Tu as un problème avec ton Mac, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas en boutique. Tu le déposes là, puis il dit, attends un peu, moi, te chercher mon tech. Le tech arrive en avant, il répond, il pose des questions, il trouve c'est quoi ton problème, il dit, je peux te réparer ça en tant de temps. Et il respecte sa promesse. La plupart du temps, il respecte sa promesse. Parce que la machine, elle est standardisée, elle est fiable, ils ont les composantes en arrière, ils ont tout ce qu'il faut. Ils vont réparer ta machine, ça va leur prendre le 8 heures qu'ils t'ont annoncé. Puis tu reviens chercher le lendemain, tout est dit guidou. Ou ils vont même t'aider du côté humain. On parle de humain à humain. Programmation. T'as un problème avec un logiciel, il va te montrer, tu peux aller chez Apple Store pour l'avoir testé, il va te montrer comment que ça fonctionne, puis c'est impressionnant. Sans frais, parce que t'as une machine Apple. Tu arrives là, puis t'as du service automatique. Mais j'aime ça que tu dises sans frais, parce que quand j'ai commencé, je voulais avoir les meilleurs prix, mais offrir le meilleur service. Mm-hmm. C'est presque impossible parce que plus que tu offres du service, plus que ça coûte cher. Tout à fait. À l'entreprise, il y a des moyens d'automatiser. Alors, c'est d'avoir le juste prix au juste avec le service qui va avec. Ouais. Mais Apple, on l'a dit en début de discussion, ils vendent cher. Ouais, ils ont une partie de la marge qui va pour le service, qui est destinée à offrir un bon service pour que le client revienne, puis qu'il se sente aimé, le client qui se sente apprécié, puis que tu veux y retourner pour ton prochain achat. Ça va même plus loin que ça. Tout ce qu'ils font en service à la clientèle est noté et envoyé à la maison mère et pris en compte pour la production d'un nouveau produit. Alors, quand ils sortent un produit puis qu'ils disent « Pendant les dernières années, on a eu donc ben des problèmes avec telle fonctionnalité », ils sauraient pas ça s'il n'y avait pas leur fameux service à la clientèle parce que ils auraient pas le moyen de prendre l'information dans les téléphones des gens, dans les appareils des gens. Mais quand le service à la clientèle fait du travail pour un client, ils prennent des notes de ce travail-là, puis ils envoient ça à la maison mère qui cumule l'ensemble de ces données-là et qui permet à ce moment-là d'offrir un service encore meilleur sur le prochain produit. Et à nouveau, un service à la clientèle qui va être optimisé parce qu'il va dire « Laissez-moi deviner, madame, monsieur, vous avez tel problème avec telle application. » Ben oui. Elle dit « Ben écoutez, on le sait, la prochaine application est en travail en ce moment, puis elle comprendra pas cette fonctionnalité-là. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. » C'est fascinant de voir comment leur service à la clientèle est efficace. Puis on en parle souvent, on voit des annonces là, d'une compagnie jaune puis d'une compagnie bleue là, qui s'ostinent tout le temps, là, téléphone et Internet. Ouais, ça me dit quelque chose. Fait que ces deux compagnies-là se disent toujours, il y en a une qui n'a pas de service, puis l'autre qui a du service. Il y en a une qui a de la vitesse, l'autre qui n'a pas de vitesse. Ils sont toujours en train de se compétitionner. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'on peut aimer un ou l'autre, mais les deux ont raison, chacun de leur côté. Et quand on arrive avec une compagnie comme Apple, ils ont décidé d'unifier ça puis de dire, moi, les autres, je m'en fiche.
Je m'en fiche. Chez nous, tu vas venir, puis tu vas toujours avoir la même qualité de service. Puis je me compare pas aux autres, puis je regarde pas ce que les autres font. Steve Jobs, ça l'écœurait. Ça dit non, ils font bien ce qu'ils veulent. Regardez-moi bien aller. Moi, je vais prendre le devant, puis je vais vous montrer ce que j'ai à vous offrir. Puis j'aimerais ça qu'on rapporte ça, parce que là, on parle depuis le début du podcast des grosses entreprises, mais moi, comme propriétaire d'une PME, comme travailleur autonome, est-ce que je peux aller de l'avant après avoir offert un service? Qu'est-ce que tu me conseillerais pour aller sonder, pour aller poser des questions, pour savoir si mon service a été bon, si mon pitch de vente a été bon? Puis je rajouterais, si j'ai pas eu la vente, comment que je fais pour approcher le client? Toi, tu l'as déjà fait avec moi, Anthony. On n'a pas eu le contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Puis, comment qu'on fait pour se rendre là? Puis, qu'est-ce que tu conseilles aux gens d'aller chercher comme information? Bon, déjà que je commencerais par dire, soyez humble avec vous-même. Vous avez le droit de faire une erreur. Puis c'est correct d'avoir perdu un contrat ou d'avoir manqué sa chance. OK? Ça arrive, ça. Fait que déjà, faut pas se punir, faut pas se faire violence puis dire, j'ai été nul, j'ai été poche. Première chose, on en perd des contrats puis on en gagne. Certaines fois, on va gagner des contrats qu'on voudrait pas gagner puis on les a gagnés pareil. Puis des fois, on va perdre un contrat qu'on aurait vraiment voulu avoir, puis on l'a pas. Bon, ça arrive. Maintenant, on revient à un niveau de neutralité, puis on se dit, OK, première chose que les gens font pas, c'est un suivi. C'est la principale chose que les gens font pas. Un suivi à n'importe quel type de suivi. Puis il y a plein de façons d'y arriver, mais la première chose à faire, c'est de descendre de ses grands chevaux, descendre son niveau d'émotion, puis rappeler le client en lui disant les faits. Salut, Anthony, on a travaillé ensemble, je t'avais fait une proposition. J'ai compris que je ne l'ai pas gagné. Est-ce que tu m'aiderais à comprendre pour quelle raison je ne l'ai pas eu, ce contrat-là? Peut-être que je pourrais améliorer ma performance la prochaine fois puis gagner un contrat auprès d'une autre personne. Avec toi, c'est perdu, c'est correct. Maintenant, est-ce que tu m'aiderais à comprendre ce que j'ai fait de mal ou de bien pour peut-être m'améliorer, encore une fois, mieux préparer et présenter mon offre la prochaine fois? C'est bien rare un client qui va te dire, écoute, ça m'intéresse pas de faire ça pour toi, à moins que vous ayez été vulgaire ou odieux et que ça n'avait pas de bon sens ce que vous avez fait pour ne pas mériter le contrat. Mais dans toutes les autres circonstances, ça va être OK. Il va prendre quelques instants. À la limite, ce sera pas maintenant. Appelle-moi la semaine prochaine, on va faire ça ensemble. Mais l'idée étant d'être honnête et humble. Vous avez le droit d'avoir fait une erreur, puis la personne qui est devant vous, elle n'est pas fâchée. Elle a juste choisi quelqu'un d'autre. L'impression qu'on a que cette personne-là va pas vouloir ci ou pas vouloir ça, ça, c'est juste dans notre tête, ça. Arrêtez de vous mettre des prérequis ou des préjugés et appelez la personne. Demandez-lui simplement de vous donner un coup de pouce. Puis ça peut prendre 2 minutes et ça suffira. Écoute, ton offre là était incomplète. Il manquait ça, il manquait ça, il manquait ça. Pourtant, je te l'avais demandé à la rencontre de découverte. Oh, pardon, c'est vrai. C'est vrai, j'ai ça, j'ai mes notes devant moi. Puis vous avez raison, je ne vous ai pas donné ça dans mon offre de service. Bon, ben alors là, c'est de reconnaître qu'on a fait quelque chose d'inadéquat. Savez-vous ce qui va se passer? Sais-tu qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça comme il faut puis que tu fais cette démarche avec humilité, là? Il y a des maudites chances que tu te fasses rappeler pour un autre offre de service dans un certain nombre de mois. Ça, je l'ai vécu souvent. Les gens vont te rappeler. Ils vont te dire, Anthony, tu sais, la dernière fois, je t'avais fait faire une offre de service, puis j'aimerais ça que tu m'en refasses une autre. Tu sais que ça m'est arrivé avec Serge. Ah oui? Ouais, dans le fond, l'histoire du début de Serge, avec Serge... Ça n'a pas marché du premier coup, c'est ça? Hein? Non, vraiment non, pas. C'est ça. Moi, j'avais un concept qui s'appelait Inc. 101, puis lui, il y avait un concept qui s'appelait Biz 101. On s'est rencontrés à plusieurs reprises sur une période d'à peu près, je vais dire, 10 mois, 2 ans, entre 1 an et 2 ans. Okay? On s'est rencontrés entre 3 et 4 fois, des fois par téléphone. Okay. Puis, à un moment donné, j'ai plus de nouvelles. Et j'ai entendu parler qu'Alias Entrepreneur voyait le jour. OK? Fait que la frustration interne je l'ai manqué celle-là. C'est ça, tu sais, moi, ça me tenait à cœur. Moi, j'avais développé Inc. 101, puis là, je voulais que ça décolle, puis je voulais aider les entrepreneurs, puis j'étais comme, pourquoi qu'il m'a pas choisi, tu sais? Puis là, j'ai appelé mon père à ce moment-là, puis moi, j'avais le goût d'y envoyer un courriel de bêtise, tu sais, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais il m'a dit, ça sert à rien, tu sais même pas pourquoi il t'a pas choisi. Exact. Ouais. Tu sais, fait qu'il dit, la meilleure chose à faire, c'est d'y envoyer un courriel puis dire bonjour Serge, le projet me tenait à cœur. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi qu'on continue pas ensemble? Puis sa raison était très valable. Honnêtement, là, à l'époque, j'étais un jeune. Il y avait 2 mois pour développer le concept au complet. Fait qu'il fallait qu'il y ait avec une équipe qui avait du tournage, qui était capable de faire le site web, qui était tout capable de faire au même endroit. Moi, j'avais des compétences un petit peu en design web, mais j'avais pas étudié là-dedans, et etc. Alors, tu sais, la confiance en moi puis dans la petite équipe que j'avais à l'époque était beaucoup moins que aller, OK, il faut y aller. Fait que moi, je risque mon nom là-dessus. On va y aller. Mais j'ai écrit un courriel. Puis, quelques semaines plus tard, il me rappelle.
puis il me dit, Anthony, si ça t'intéresse, on a fait ça en sous-traitance au complet. J'aimerais ça avoir un product owner, quelqu'un qui s'occupe du produit à l'intérieur de la marque, puis qui gère les sous-traitants. Puis, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans Alias. Puis là, ça va faire 4 ans et plus que je suis rendu le directeur général de l'organisation. Mais ça a commencé par un courriel. Ça a commencé par un refus, en fait. Exactement. Ça a commencé par un refus. Puis tu as finalement intégré l'équipe. Puis à cette heure, tu t'en es en charge. Mais j'ai pris le temps d'envoyer un courriel. Bien sûr. Si j'avais pas envoyé le courriel, ça veut pas dire qu'il aurait pensé me rappeler. Aucune chance. À ce moment-là, tu sais. Alors, il a la tête pleine, Serge. Il fait en fait des affaires. Puis la plupart des gens d'affaires sont comme lui. Ils ont leur entreprise à cœur. Ils ont leurs activités quotidiennes à cœur. Ils pensent pas à ta vie, à toi. Alors, si tu prends pas le temps de les appeler pour leur dire, hey, salut, tu te rappelles-tu de moi? Là, ils vont faire comme, ah oui, c'est vrai. Puis des fois, ils vont se dire, hey, écoute, je l'ai bien aimé ton offre de service finalement, mais voilà pour quelle raison j'ai choisi autre chose. Et quand ils se rappellent pourquoi ils t'ont pas choisi, ils se rappellent aussi pourquoi ils t'appréciaient. Ils se disent, ah ouais, mais j'ai aimé ça de toi. Et c'est ce souvenir-là qui va te ramener une future vente potentielle. Parce que rappelez-vous quelque chose, on a tendance à oublier ce qu'on a fait hier ou avant-hier. Là, okay? Alors imaginez quand on rencontre 4-5 soumissionnaires pour quelque chose, puis qu'on fait un choix, puis qu'on part dans ce projet-là, on a oublié les 3-4 qu'on n'a pas choisis. C'est certain qu'on a oublié ça. S'ils se rappellent pas à nos bons souvenirs, comme on disait dans une ancienne expression qu'on utilise presque plus, se rappeler aux bons souvenirs de quelqu'un, si tu fais pas ça, il se rappellera jamais de toi. Tes opportunités viennent de tomber à zéro. Donc déjà, tu me posais la question, comment on fait pour faire mieux? Ben déjà, appeler puis poser la question, ça va vous ramener dans les souvenirs de la personne et elle va vous répondre. Il est bien rare les gens qui vont dire, écoute, ça m'intéresse pas de te donner du feedback, arrange-toi que tes troubles. Ils ont été en affaires, ces gens-là. Ils savent qu'est-ce que ça vaut de se faire dire par quelqu'un qui a de l'expérience ou du talent, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, moins bien réussi, comment on peut s'améliorer. Ensuite, c'est un signe d'humilité. Ça prouve que tu te prends pas pour un autre, puis tu es capable d'admettre que tu as fait une erreur, mais que tu aimerais bien la corriger. Et ça, c'est fabuleux l'effet que ça a. Puis enfin, quand on veut faire un bon suivi après-vente, c'est la même chose. On a la fâcheuse tendance de dire, ben, j'ai fini mon contrat de service, je vais le rappeler l'an prochain pour savoir s'il veut reprendre mes services. Il va t'avoir oublié. C'est la même chose. Le service est fini. Lui, il est passé à d'autres choses. Il a démarré un autre projet. Il a rencontré un autre partenaire. Dans le temps de le dire, tu as disparu de sa mémoire. Il suffit juste de se rappeler à l'occasion, à sa mémoire, de dire « Salut, comment ça va? » Et je vais te donner le meilleur truc que j'ai reçu d'un vendeur il y a plusieurs années, c'est « appelle sans raison ». OK? C'est la meilleure façon de faire un suivi après-vente, même si tu n'as pas rien à vendre ou tu n'as même pas un vrai suivi professionnel. C'est un suivi humain. Appelle sans raison. Si dans ta découverte de besoin, tu as appris que la personne, elle avait une fille à l'université qui étudiait dans un domaine particulier, puis tu te dis, ah tiens, c'est intriguant ça, je connais pas bien ça, ce domaine-là. Tu prends des notes, hein? On prend des notes quand on rencontre quelqu'un. On écrit, hey, fille étudie à l'université, tel domaine. Puis là, tu la rappelles 6 mois plus tard, puis tu dis, hey, bonjour Anthony, écoute, comment ça va? Je voulais savoir comment vous alliez déjà. Ah, ça va bien, ça va bien. Écoute, j'ai pas besoin de tes services. Non, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je me posais une question. J'ai rencontré quelqu'un la semaine passée qui étudie dans le même domaine que votre fille, puis j'ai eu un flash, je me suis dit, je me demande si ça se passe bien. Comment ça va pour votre fille à l'université? Là, souvent, Anthony, tu vas avoir un moment de silence. La personne va se dire, il m'a-tu vraiment appelé me parler de ma fille? Puis la réponse va être oui. Il va dire, ben là, c'est weird ça. Ben, elle va très bien. Je te remercie de t'informer. Ça me fait plaisir. Puis comment ça se passe pour vous? Vous m'aviez dit, vous alliez à la pêche. Votre voyage de pêche, cette année, vous le faites où? Hein? Tu te rappelles du voyage de pêche? Ben oui, j'avais bien aimé notre conversation. Puis là, tu restes sur son suivi humain. Tu fais juste un suivi de la personne. Elle est rendue où? Qu'est-ce qu'elle fait de bon? Est-ce qu'elle est allée à la pêche? Je vais te donner une anecdote que j'ai racontée il y a quelques occasions, mais pas tellement souvent. C'est comme une exclusivité. J'étais représentant de commerce, puis honnêtement, j'ai changé de job très souvent quand j'étais représentant de commerce. À tous les ans, je trouvais un nouveau produit à vendre. J'ai haï presque tout ce que j'ai vendu. Je détestais le produit lui-même. Un jour, je rencontre un client. Je lui ai rien vendu, ce client-là. Première rencontre, on se parle, puis ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Puis finalement, on parle du produit 5 minutes. Mais on a eu du fun. Il était drôle. Puis il me racontait des anecdotes. Puis il m'a parlé de toutes sortes d'affaires. Puis je posais des questions. Puis finalement, j'en ai oublié de vendre. Puis finalement, j'ai pas vendu parce que j'ai probablement raté complètement ma rencontre de vente. J'étais pas là pour vendre finalement. J'étais là pour jaser. Et on a eu une bonne rencontre. Là, j'ai dit, je vais-tu être capable de vous vendre quelque chose? Il dit pas à tout. Il dit, dès que tu m'as serré à la main tantôt, là, je le savais que je t'achèterais pas à tout. Il dit, t'as pas le produit qu'il faut. Puis ça marchera pas.
Ah, je dis, ben, tabarnouche, c'est plate. Mais il dit, par contre, il dit, perds pas tes chances, là. Puis rappelle-moi. On sait jamais. Ah, ben, je vais vous prendre au mot. Puis ce gars-là, je l'ai rappelé 6 mois plus tard. Je dis, bonjour, comment ça va? J'ai toujours pas besoin de toi. C'est pas pour ça que j'appelais. Je voulais savoir. Et là, lui, c'est un pêcheur. Je voulais savoir s'il était allé à son voyage de pêche. Il m'a raconté, oui, j'étais allé à mon voyage de pêche, puis j'ai trippé, puis qu'est-ce que j'avais pêché? Puis avez-vous pris des photos parce que vous pourriez ouvrir les bras puis me dire, je l'ai pêché talon de même, mais moi, je veux une preuve, là. Il dit, t'es niaiseux. Je dis, elle est grosse, la truite, là, je te le promets. Puis je dis, ah, ouais, bon. Vous m'enverrez des photos. Il dit, tu passeras à la boutique, là, à la place, puis je vais te les montrer. Je les ai mis sur le mur. Je vois au palais, c'est une grosse truite. Il dit, ouais, c'est une grosse truite. Fait que là, on rit, on a du fun. Je raccroche, puis il a dû trouver ça weird un peu, mais c'est pas grave. J'ai fait mon suivi quand même. Je l'ai rappelé 6 mois plus tard, puis je travaille même plus à la même place. Je l'ai rappelé, puis je dis, bonjour, comment ça va? Il dit, hey, écoute, là, toujours pas besoin de tes services. J'appelle toujours pas pour ça. Là, j'aimerais ça savoir, vous m'aviez dit que vous alliez faire telle activité cet hiver, j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Il dit, t'es-tu sérieux, là? Ouais, prenez donc 2 minutes, puis répondez-moi, là. Puis c'est tout. Puis si vous n'avez pas envie, répondez-moi pas, puis raccrochez le téléphone, mais on va vous rappeler demain. Il dit, OK, c'est beau, la ville. Puis là, il m'a raconté son histoire. Il dit, là, tu fais quoi maintenant? Ben, je vends telle autre affaire. Il dit, ben là, j'ai encore pas plus besoin de ça. Je dis, c'est pas grave. Mais il dit, c'est pas grave, je vais continuer de vous rappeler, puis un jour, je vais finir par vous vendre quelque chose. Il dit, ouais, j'en doute même pas, là. 2 fois que t'appelles déjà, puis t'as aucune raison, là. J'ai l'impression que tu vas me rappeler souvent. Ben, sais-tu combien de temps je l'ai rappelé? 3 ans. Tous les 6 mois, je donne un coup de fil à ce client-là. Puis un jour, il m'appelle. Le téléphone sonne, c'est lui qui m'appelle. Il dit, dis-moi donc, vends-tu ça, toi? Là, il me fait une proposition, il me dit de quoi il a besoin. Puis il dit, là, si je pourrais acheter à quelqu'un, là, m'a acheté à Quentin, ça fait 3 ans qu'il m'appelle sans raison valable, puis qui essaie de faire quelque chose avec moi, puis de jaser avec moi, puis il veut jamais me vendre rien. Bon, ben là, j'ai de quoi acheter, je vais l'appeler, d'un coup que c'est lui qui le vend. Puis je vendais pas ça. Puis j'ai dit, ben non, je vends pas ça. Il dit, OK, à qui je peux acheter ça d'abord? Donne-moi des références. Puis il a acheté de la personne à qui je l'ai envoyé. Cette personne-là a dit, hey, c'est David qui vous a envoyé. Il dit, ah oui. Il dit, ben ce gars-là, ça fait 3 ans qu'il m'appelle, imagine-toi, puis c'est à lui que je voulais l'acheter. Mais il dit, correct, je vais lui donner une commission. J'ai reçu une carte cadeau de 50$ à SAQ parce qu'il dit, ben merci pour la vente, puis bravo pour ton suivi. 3 ans, j'ai appelé un client pour ne jamais lui vendre quoi que ce soit. Mais je te garantis que lui aussi, autour d'un verre avec des chums, au chalet, il dit, m'a t'en compté une bonne. Il y a un jeune un jour qui m'a appelé 3 ans pour jamais rien me vendre. Ben, il va s'en rappeler de moi longtemps. C'est ça, ce souvenir-là, qui va marquer le plus les gens. Quand vous essayez de vendre, puis que vous essayez de vendre un produit, un service, une patente, une technicalité, cette merveilleuse plante est plus verte que les autres plantes, ça marchera jamais. Vendez-vous donc vous-même. Il va vous rappeler, il va vous rappeler ou se rappeler de vous. Puis ça, j'aimerais ça qu'on conclue le podcast là-dessus parce que c'est une super de belle analogie pour conclure le podcast. En début, on parlait de pas être trop achalant, pas parler de l'humain à l'humain, puis on parlait vraiment des bases. Ouais. Mais moi, j'aimerais te ramener à quand que je magasine, là, je vais pas dans le magasin qui est pas si pire, qui me pose les bonnes questions. Je vais dans le magasin qui a un côté humain, que le propriétaire, que moi, je suis un maniaque de snowboard, de ski nautique, etc. Je vais à la même boutique dans ma ville, que même s'il y a pas le produit que je veux, je vais aller le voir pour qu'il me vende un autre produit qu'il y a en inventaire parce qu'il va me conseiller. Puis si c'est arrivé, si jamais le produit marche pas, il va me le rééchanger pour un produit que je vais aimer. Ouais. Puis il y a un côté humain, il y a un côté, je rentre dans la boutique, tu te sens familier. C'est ça. Ça, on le voit en boutique, on le sent. Ouais. Mais on parle beaucoup du marketing numérique aussi. Pareil. C'est la même chose. Il faut pas dire, c'est parce qu'il y a un écran qui nous sépare. Tes posts sur LinkedIn sont authentiques et te représentent. Ouais. C'est la même chose sur ton site web. Pareil. Alors, j'aimerais juste ça qu'on conclue sur, c'est pas d'être pas si pire, c'est juste de ramener un côté familier, un côté le fun, un côté... Le plus important, c'est d'être ami, un grand mot, là, mais d'apprécier la personne puis s'intéresser. Je vais enlever le mot apprécier parce qu'on n'apprécie pas tout le temps, mais s'intéresser à notre client potentiel, s'intéresser à la personne avec qui est devant nous. Puis si c'est pas notre client potentiel, on ne se revient pas de bord, on dit « Hey, David, parfait, on va faire connaissance, puis peut-être que David va connaître Georges, puis Georges va avoir besoin de mon service. » Voilà, c'est exactement ça. Ou si Georges va peut-être connaître Catherine, puis Catherine va avoir besoin de mon service, tu sais. Tout à fait. Votre section à propos sur votre site web, là, si elle inclut juste un pédigré technique de vos études, puis de vos réussites, puis de vos succès, vous passez à côté de la plaque. Vous passez littéralement à côté parce que vous avez oublié de parler de la personne que vous étiez avant de faire ce travail-là, la raison qui vous amène à faire ce travail-là, qu'est-ce qui vous fait triper dans ce que vous faites. Il y a des gens qui vont dire, moi, là, j'aime pas travailler avec quelqu'un qui est orienté sur le produit et le service. Je préfère travailler avec quelqu'un qui est orienté sur la façon dont on va faire le travail ensemble.
Alors, si vous en parlez dans votre section à propos, vous allez faire voir ou faire comprendre à la personne qui vous lit qui vous êtes. Et c'est ce qui vous êtes-là qui a le plus d'importance. On le répète depuis tantôt. Si dans votre marketing en général, dans vos publications puis dans votre contenu, vous avez tendance à mettre beaucoup plus de détails techniques puis de l'info, c'est pas mauvais. Rappelez-vous comment passer votre info. Faites-le avec qui vous êtes. Cette fameuse authenticité-là qui nous démarque les uns des autres, c'est ça que les gens vont acheter. Je fais toujours la même blague avec mon contenu. Mon contenu n'est pas particulièrement pertinent tout le temps. Mais ce que j'aime de mon contenu, puis ce qui me touche le plus, puis ce qui me rapproche le plus de mon public, c'est qu'il me ressemble. Une fois de temps en temps, il est un peu irrévérencieux. Une fois de temps en temps, il graffine un petit peu. Une fois de temps en temps, il dérange un peu. La plupart du temps, il est drôle. Parce que c'est comme ça que je vends, c'est comme ça aussi que je suis avec ma clientèle. Et si je m'éloigne de ça, ben là, j'attire plus les bonnes personnes. Et c'est là qu'on dit, je suis tanné de vendre à ces gens-là, ils m'énervent, ces gens-là. Mais tu leur vends parce que tu les attires. Qu'est-ce que tu dis ou que tu ne dis pas qui fait que tu vends à ces gens-là à chaque fois? Alors, il y a toute une réflexion derrière de ça. On est dans la même place qu'on se disait au début, cette fameuse réflexion-là sur est-ce que je vends un produit pour moi ou est-ce que je le vends pour les gens à qui je veux le vendre finalement? Puis est-ce que mon produit est le bon produit pour mon client idéal? Exact. Puis si ça ne l'est pas, es-tu capable de dire non aussi? C'est ça, Écoute, finir là-dessus, David, là. Je l'ai fait lundi, Anthony. J'ai dit à une cliente, je te remercie beaucoup pour ta confiance, mais c'est pas moi que ça te prend. Puis je l'ai référé à quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas moi que ça y prend. Elle veut apprendre à faire quelque chose que je peux pas lui apprendre à faire. Je pourrais mentir puis lui vendre une patente à 2000$, là. Mais ça fera pas de sens, cette affaire-là. D'abord, ma réputation serait gâchée parce que je peux pas donner le bon service. Puis ensuite, c'est pas honnête. Puis cette personne-là est venue me voir parce qu'elle a confiance en moi. Ça fait pas de sens, ça, commencer à vendre quelque chose que je peux pas faire. Fait que, ouais, c'est une bonne conclusion, je trouve. Hey, sur ça, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, David, d'avoir accepté l'invitation. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec toi. Puis je retiens que le plus important, c'est l'humain derrière toutes les transactions. Puis en développant des relations humaines, on va le développer. Puis j'aimerais rajouter Dave Cameron, qu'on connaît tous les deux très bien. Ouais. On parlait qui se rappelle des choses. Ouais. Dave, ça en est un qui m'envoie des idées de voyage, des poissons qu'il a pêchés, de pêche, tu sais, il se rappelle de la discussion qu'on a eue, puis je me suis dit, il le fait pour moi. Je l'ai vu en réseautage, il y a un réseau complètement dément. C'est le roi du suivi, Dave. C'est complètement fou. Ouais. Puis, le réseau qu'il a développé, ça le suit, tu sais, tu as donné tes exemples de suivi client, mais je pense qu'il faut juste partir avec l'idée que il faut pas vendre. Il faut s'intéresser à la personne, puis si notre produit fit avec la personne, on va avoir une vente. Tout à fait. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et encore une fois, merci David.